Ma femme, Chloé, a rompu par haut-parleur devant ses amis. J'ai dit « d'accord. Bonne continuation » et j'ai mis fin à l'appel. Quelques heures plus tard, l'aspect financier a pris le dessus, et la réaction de sa mère a clairement montré qu'elle ne s'attendait pas à cette partie-là. Mercredi soir, je rattrapais mes emails professionnels quand mon téléphone s'est mis à sonner. Le nom de Chloé est apparu sur l'écran. Elle était allée chez Camille pour la soirée mensuelle entre filles, à 3 maisons de la nôtre dans la même rue, et j'ai supposé qu'elle appelait parce qu'elle avait oublié quelque chose ou avait besoin que je lui rende un service. « Salut, que se passe-t-il » ai-je répondu. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai entendu des rires alimentés par le vin en arrière-plan. Puis sa voix est parvenue, forte et théâtrale. « Mesdames, silence. Je suis sur le point de faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais sur haut-parleur. Les rires se sont tus, et je pouvais presque sentir une pièce pleine de femmes se pencher pour écouter. « Romain, chéri, dit-elle, en étirant chaque mot comme si elle jouait sur scène. Ce mariage est terminé. Nous rompons. C'est fini pour de bon. Le silence aux deux extrémités était assourdissant. Puis sont venus les hoquets de surprise et les réactions de son public. Quelqu'un a chuchoté assez fort pour que je l'entende, elle est sérieuse, là. Je suis resté assis un moment, à assimiler ce qui venait de se passer. Ma femme depuis 7 ans venait de mettre fin à notre mariage comme si c'était un divertissement pour ses amis. Ce n'était pas la première fois qu'elle utilisait notre relation comme sujet de conversation lors de rassemblements sociaux. J'avais perdu le compte des dîners où j'étais la cible des moqueries, le mari qui, selon ses histoires, était incapable de faire quoi que ce soit correctement. Mais cette fois, c'était différent. Elle mettait publiquement fin à notre mariage par pur plaisir. La pièce attendait ma réaction. Elle s'attendait probablement à ce que je la supplie ou que je demande ce qui n'allait pas. C'est ce sur quoi elle comptait. Au lieu de cela, j'ai gardé une voix calme. D'accord. Bonne continuation. Et j'ai raccroché. La maison semblait complètement silencieuse. J'ai posé mon téléphone face contre le bureau et j'ai fixé l'écran de mon ordinateur portable pendant environ 60 secondes. Puis quelque chose s'est cristallisé en moi. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le. Et Chloé venait de me montrer exactement le respect qu'elle avait pour notre mariage et pour moi en tant que personne. J'ai ouvert mes applications bancaires. Nous avions des comptes chèques séparés, mais elle avait une carte connectée au mien qu'elle utilisait pour ses virées shopping et ses coûteuses soirées entre filles. Sa mère, Patricia, avait également accès à l'une de mes cartes pour ses courses hebdomadaires. En moins de 20 minutes, j'avais annulé les 2 cartes et supprimé leur accès à mes comptes. J'ai changé chaque mot de passe et configuré de nouvelles questions de sécurité. Puis j'ai appelé BNP Paribas et j'ai mis un blocage sur toute tentative d'ajout de nouveaux utilisateurs autorisés. Mon téléphone s'est mis à vibrer de SMS, mais je les ai ignorés. J'avais des choses plus importantes à gérer. J'ai ouvert nos abonnements de streaming communs un par un. D'abord, Netflix. J'ai changé le mot de passe, supprimé son profil avec toutes ses émissions et préférences enregistrées. Disparu. Puis Spotify, où elle avait des dizaines de listes de lecture qu'elle avait passé des heures à créer, mot de passe changé, son compte supprimé. Amazon Prime a suivi, ainsi que Hulu et Disney+. Chaque service que nous avions partagé, je l'en ai méthodiquement exclu. Le forfait câble haut de gamme sur lequel elle avait insisté, disant que nous en avions absolument besoin pour ses marathons de télé-réalité, nous coûtait 160 € par mois. J'ai appelé la compagnie de câble et je suis passé au forfait de base. Le représentant du service client semblait perplexe que j'appelle si tard, mais je m'en fichais. Je voulais que ce soit fait ce soir. Je suis même passé par nos abonnements partagés pour des choses comme les livraisons de paniers repas et l'adhésion au club de vin auquel elle nous avait inscrits. Tout annulé. Quand j'ai terminé, il était presque minuit. Mon téléphone avait vibré constamment, mais je ne l'avais pas regardé une seule fois. Je suis allé me coucher ce soir-là en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Pour la première fois depuis des années, je m'étais défendu sans me disputer, sans m'expliquer, sans mendier le respect. Elle avait voulu mettre fin à notre mariage pour sa valeur de divertissement. Très bien. Mais elle était sur le point d'apprendre que les choix ont des conséquences. Le lendemain matin,
Je prenais mon café en consultant les nouvelles quand mon téléphone a commencé à devenir fou de notifications, 23 appels manqués, 61 SMS. Je les ai parcourus brièvement. La plupart provenaient du numéro de Chloé, de plus en plus frénétique. Quelques-uns venaient de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement ses amis qui essayaient de me joindre. Je les ai tous supprimés sans les lire et je me suis préparé le petit déjeuner. Œufs brouillés, toast, jus d'orange frais. J'ai mangé lentement, délibérément, savourant le calme de ma propre maison sans tension dans l'air. Les premiers appels de la matinée venaient de Chloé, que j'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis, vers 10 heures, est arrivé l'appel que j'attendais vraiment. « Allô » ai-je répondu, reconnaissant le numéro de Patricia. « Que as-tu fait » a-t-elle pratiquement hurlé dans le téléphone. Ma carte a été refusée chez Whole Foods. La caissière a dû annuler toute ma transaction devant tout le monde. Il y avait toute une file de gens derrière moi qui observaient la scène. Je pouvais l'imaginer parfaitement. Patricia, qui tirait fierté de sa sophistication et de ses courses bio hebdomadaires, debout à la caisse pendant que sa carte était rejetée. L'embarras devait la dévorer. « Bonjour à toi aussi », ai-je dit calmement, en prenant une autre gorgée de café. N'ose pas prendre ce ton avec moi. Les cartes de crédit. Que as-tu fait? Je pouvais l'entendre parler à quelqu'un d'autre en arrière-plan, probablement Chloé. Elle a mis fin à notre mariage hier soir, publiquement, pour le spectacle, alors j'ai simplement accepté sa décision et agi en conséquence. Il y a eu un silence stupéfait. Puis j'ai entendu des disputes étouffées en arrière-plan avant que Patricia ne revienne en ligne. Elle dit que c'était juste des discussions de filles. Tu ne peux pas couper les ponts avec la famille comme ça. Je ne suis plus de la famille. Tu te souviens? Elle l'a très clairement dit à une pièce pleine de gens. Maintenant, elle va découvrir ce que cela signifie vraiment. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué leurs 2 numéros. Mon téléphone affichait ses 23 appels manqués et ses 61 SMS, mais rien de tout cela ne m'intéressait. J'avais du travail à faire. À 11 heures ce matin-là, le serrurier est arrivé pile à l'heure. C'était un homme dans la cinquantaine qui faisait ce métier depuis 30 ans. D'après la conversation que nous avons eue pendant qu'il travaillait, il ne posait pas de questions sur la raison pour laquelle j'avais besoin de changer mes serrures en plein milieu de la journée un jeudi, et j'ai apprécié cela. Il lui a fallu environ 45 minutes pour remplacer les serrures des portes avant et arrière. Je suis resté là à regarder, me sentant plus en contrôle que je ne l'avais été depuis des années. Quand il m'a tendu les nouvelles clés, j'ai eu l'impression qu'on me remettait les clés d'une nouvelle vie. Vers 13h30 cet après-midi-là, je travaillais depuis mon bureau à domicile quand j'ai vu sa voiture entrer dans l'allée. Enfin, techniquement ma voiture que je la laissais utiliser. J'ai regardé par la fenêtre tandis qu'elle sortait, venant probablement de chez sa mère. Elle s'est approchée de la porte d'entrée avec cette démarche assurée qu'elle avait toujours quand elle pensait maîtriser une situation. Elle a essayé sa clé dans la porte d'entrée. Elle ne rentrait pas. J'ai vu son visage passer de l'assurance à la confusion. Elle a réessayé, en agitant la clé, pensant probablement qu'elle faisait quelque chose de mal. Puis la prise de conscience s'est faite. Elle a levé les yeux vers la porte, puis de nouveau vers la clé dans sa main. Elle a commencé à frapper à la porte. « Romain, je sais que tu es là. Nous devons parler de ça. » J'ai pris mon temps pour aller à la porte, la laissant là à frapper pendant 1 minute. Quand je l'ai finalement ouverte, je me suis assuré de me positionner dans l'embrasure. Je ne l'invitais pas à entrer, et mon langage corporel le montrait clairement. Elle avait une mine affreuse. Son maquillage était maculé par les larmes, ses cheveux étaient en désordre, et elle portait les mêmes vêtements que la veille, la tenue qu'elle avait probablement trouvée si belle en se préparant pour la soirée entre filles. Maintenant, elle avait juste l'air froissé et triste. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle exigé. « Tu m'as humilié devant tout le monde. »« Je t'ai humilié ?» J'ai failli rire. « Tu as annoncé notre divorce à une pièce pleine de gens comme si c'était un spectacle comique. Tu t'es humilié toi-même. Ce n'était pas sérieux. » Les filles parlaient de leur relation, et les choses se sont envenimées. Je me suis juste laissé emporter par le moment. Donc, notre mariage de 7 ans est juste quelque chose dans lequel tu te laisses emporter et quand tu as besoin de matière pour tes amis. Elle a essayé de me pousser pour entrer dans la maison, mais j'ai reculé et j'ai commencé à fermer la porte. Tu ne peux pas m'empêcher d'entrer dans ma propre maison.
Cette maison est à mon nom. Tu voulais sortir de ce mariage. Tu es sorti de tout ce qui va avec. Mais où suis-je censé aller? Ma mère est furieuse contre moi. Je ne peux pas me payer mon propre logement en ce moment. Tu aurais dû y penser avant ta petite performance d'hier soir. Les larmes ont commencé à couler, mais elle semblait calculée. Elle avait utilisé les pleurs pour me manipuler pendant des années, et je n'allais plus tomber dans le panneau. S'il te plaît, laisse-moi juste entrer pour qu'on puisse en parler comme des adultes. Les adultes n'humilient pas publiquement leurs conjoints pour rire. Nous avons largement dépassé le stade de la discussion. Mais je t'aime. La nuit dernière ne voulait rien dire. La nuit dernière voulait tout dire. Elle m'a montré exactement comment tu me vois dans ce mariage. Merci pour la clarté. J'ai commencé à fermer la porte, mais elle a coincé son pied pour l'en empêcher. Tu es ridicule. Ce n'est pas parce que j'ai dit certaines choses en buvant que je veux divorcer. Tu n'as pas juste dit certaines choses. Tu m'as mis sur haut-parleur et tu as annoncé à une pièce pleine de gens que notre mariage était terminé et est fini pour de bon. Ce sont tes mots, pas les miens. Très bien. Je suis désolé. Voilà. Je me suis excusé. Maintenant, laisse-moi entrer. Le sentiment de droit dans sa voix était stupéfiant, comme si de simples excuses pouvaient annuler une humiliation publique. Des excuses ne réparent pas ça. Tu as choisi de mettre fin à notre mariage comme divertissement pour tes amis. Je ne fais qu'honorer ta décision. Elle a finalement retiré son pied, et j'ai fermé la porte. À travers la fenêtre, je l'ai regardé rester là encore 12 minutes, alternant entre les pleurs et les cris contre la porte fermée. Quand elle a finalement appelé un Uber et est partie, je suis retourné à mon café et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais un rendez-vous avec un avocat prévu pour le lendemain matin. J'avais fait mes recherches la veille, trouvé quelqu'un avec d'excellentes critiques et une réputation pour gérer les divorces efficacement. Je n'étais pas intéressé à faire traîner les choses. Je voulais que ce soit fait proprement et rapidement. Cette nuit-là, j'ai bien dormi, mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Pas de retournement, pas de réveil à 3 heures du matin avec anxiété. Juste un sommeil solide et paisible. Vendredi matin, je me suis rendu en ville au cabinet de Maître Lambert sur la rue Édouard Herriot. Le bâtiment était l'une de ces vieilles structures en briques de Lyon qui avaient été rénovées en bureau professionnel. Sa suite était au 3e étage, tout en bois sombre et meubles en cuir professionnel, calme et d'apparence coûteuse. Mais après 7 ans de mariage, je savais à quoi j'avais affaire et je voulais que tout soit fait correctement. Sa réceptionniste m'a offert un café, que j'ai accepté, un café de Colombie servi dans une vraie tasse en céramique, pas un gobelet jetable. Même le café semblait plus digne que tout ce que j'avais vécu la veille. Maître Lambert lui-même était exactement ce à quoi je m'attendais, début de la cinquantaine, costume bien taillé, poignée de main assurée. Il avait probablement vu 100 cas comme le mien. Alors, elle a annoncé le divorce publiquement? Et vous la prenez au mot, a résumé l'avocat en examinant mes notes tout en sirotant son café. Exactement. Je veux une séparation nette des actifs. Pas de dette commune, pas de responsabilité partagée. Elle voulait sortir, alors elle sort complètement. Des enfants ou des préoccupations de bien partagés? Pas d'enfants. La maison est à mon nom seul. Les 2 voitures sont à mon nom. Elle a ses effets personnels et ce qu'il y a sur son compte chèque individuel, qui, à ma connaissance, s'élevait à environ 300 €. Il a haussé un sourcil. Elle ne travaille pas à temps plein. Emploi à temps partiel dans le commerce de détail au centre commercial, peut-être 12 heures par semaine. Elle a toujours dit que mon revenu était suffisant pour nous deux. Eh bien, dit-il, ça va changer. J'ai quitté le bureau confiant dans ma position. Tout était documenté, enregistré et classé correctement. Maître Lambert m'avait assuré que, compte tenu des circonstances, ce serait simple. L'annonce publique, les témoins, ses propres mots sur haut-parleur, tout cela jouait en ma faveur. J'avais quelques courses à faire cet après-midi-là, des choses de la vie normale, les provisions, un arrêt à la quincaillerie, récupérer mon pressing. C'était surréaliste de faire des tâches banales pendant que mon mariage implosait, mais aussi étrangement libérateur. Personne pour m'envoyer par texto une liste de choses qu'elle voulait. Personne pour appeler et me demander de prendre quelque chose de spécifique qu'elle avait oublié de mentionner plus tôt.
Quand je suis arrivé au Monoprix de la rue de la République vers 14 h cet après-midi-là, je pensais à ce que j'allais préparer pour le dîner. Peut-être un steak. J'avais moins fait de grillade parce qu'elle se plaignait toujours de l'odeur de la fumée de charbon de bois. J'ai poussé mon chariot vers ma voiture, en planifiant ma soirée. C'est là que je l'ai vue. Elle avait clairement fait un effort sur son apparence aujourd'hui. Maquillage complet, belle robe, tout le tralala. Le manuel de la manipulation était en pleine action. Nous devons vraiment parler, dit-elle en s'approchant. J'ai continué à charger mes provisions sans répondre. S'il te plaît, ne me rejette pas. J'ai eu le temps de réfléchir à tout, et je réalise à quel point j'ai eu tort. J'ai rencontré mon avocat ce matin. Les papiers seront déposés d'ici la fin de la journée. Son visage est devenu blême. Avocat? Tu es vraiment sérieux à ce sujet? Tu as dit que le mariage était terminé et fini pour de bon. Pourquoi ne serais-je pas sérieux? Elle a tendu la main pour toucher mon bras. Chérie, j'étais saoul. Les filles étaient dramatiques à propos de leurs propres problèmes, et je me suis laissé emporter. J'ai reculé pour éviter son contact. Donc, tu dis que tu ne me manques de respect que lorsque tu bois avec des amis? C'est censé me rassurer? Ce n'est pas ce que je voulais dire. La frustration s'est glissée dans sa voix. Qu'est-ce que tu voulais dire alors? Je voulais dire que je ne réfléchissais pas clairement. Les gens disent tout le temps des choses qu'ils ne pensent pas. Pas à propos de leur mariage. Pas sur haut-parleur. Pas pour le divertissement. Les larmes ont recommencé. S'il te plaît, ne jette pas 7 ans par la fenêtre pour une seule erreur. Épouser quelqu'un qui me traite comme la cible des moqueries pour ses amis était l'erreur. La nuit dernière n'était que l'électrochoc. Ses larmes se sont arrêtées brusquement, remplacées par la colère. Tu es complètement déraisonnable. C'était un seul commentaire, ai-je demandé. Une annonce publique, délibérée, avec témoins, mettant fin à notre mariage avec tes amis qui t'acclamaient. Je traite simplement tes paroles comme étant sincères. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré le moteur. Où suis-je censé vivre? Je ne peux rien me payer avec mon salaire. Tu aurais dû y penser avant de rompre pour t'amuser. Je suis parti en voiture, la laissant plantée sur le parking. Ce vendredi soir-là, mon téléphone a sonné d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Benoît, le beau-frère de Chloé. Mec, que s'est-il passé? Elle n'arrête pas d'appeler Juliette, en pleurant sur le fait que tu as perdu la tête. Elle a annoncé notre divorce publiquement pour le spectacle. Je l'ai prise au sérieux. Maintenant, elle est contrariée qu'il y ait des conséquences. Attends, elle a vraiment dit qu'elle voulait divorcer? Mot pour mot, ce mariage est terminé. Nous rompons. C'est fini pour de bon sur haut-parleur devant des témoins. Il est resté silencieux un moment. Et maintenant, elle dit que tu réagis de manière excessive. C'est la version actuelle. Mon Dieu. Juliette se sentait mal pour elle. Mais si c'est ce qui s'est vraiment passé, je n'ai rien à gagner à mentir à ce sujet. Après cet appel, la sœur de Chloé, Juliette, a cessé de répondre à ses messages. Le soutien familial sur lequel elle comptait a commencé à s'évaporer à mesure que les gens entendaient la véritable histoire. Dimanche matin, je prenais un brunch seul au restaurant Le Bouchon des Filles en ville. J'avais choisi une table près de la fenêtre, commandé le saucisson brioché pour lequel ils sont célèbres, et je m'amusais vraiment en lisant les nouvelles sur mon téléphone, sirotant un bon café, sans stress. L'endroit était bondé de la foule d'après la messe. Ce restaurant est toujours comme ça le dimanche matin. C'est le genre d'endroit où tout le monde à Lyon finit par croiser tout le monde. J'ai reconnu quelques personnes de notre cercle social dispersées dans la salle à manger, bien que personne ne m'ait encore approché. La nouvelle commençait probablement à se répandre. Je lisais un article sur les plans de développement locaux quand elle est entrée. Au moment où je l'ai vue, j'ai su que ce n'était pas une coïncidence. Elle avait clairement planifié cela. Elle était sur son 31, le genre de tenue qu'elle portait quand elle voulait faire bonne impression. Ses cheveux et son maquillage étaient parfaits. Elle a balayé le restaurant du regard comme si elle cherchait quelqu'un, mais je savais qu'elle m'avait déjà repéré. Tout cela n'était que de la mise en scène. Quelle surprise de te voir ici, dit-elle en s'approchant de ma table, sa voix assez forte pour que les tables voisines entendent.
Chaque mot était soigneusement projeté. Ça te dérange si je m'assois? J'ai fait un geste vers la chaise vide. C'est un pays libre. Elle s'est assise et a immédiatement commencé sa performance. J'ai tellement réfléchi ces derniers jours, et tu me manques terriblement. Je sais que nous pouvons arranger ça si nous essayons seulement. Plusieurs personnes regardaient déjà notre table. Elles comptaient sur la pression sociale et le sentiment public pour forcer une sorte de scène de réconciliation. Ah oui? J'ai pris une gorgée de mon café et j'ai attendu. Oui. Ce qui s'est passé cette nuit-là était une énorme erreur et j'en ai tiré les leçons. Je t'aime tellement et je ne veux pas jeter 7 ans par la fenêtre pour une mauvaise soirée. Les larmes ont commencé à couler pile au bon moment. Elle faisait vraiment un spectacle, espérant probablement que la pression publique me ferait passer pour le méchant si je ne répondais pas positivement. J'ai posé mon café et je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma voix était calme mais assez claire pour que quiconque écoutant puisse entendre. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien. Vous voulez vous réconcilier avec l'homme dont vous avez publiquement annoncé que le mariage était terminé et fini pour de bon? L'homme avec qui vous avez rompu pour sa valeur de divertissement devant une pièce pleine de témoins. Son visage a commencé à rougir. Cela ne se passait pas comme elle l'avait prévu. C'était une erreur, dit-elle, sa voix se faisant plus petite. Non, une erreur, c'est d'oublier de prendre du lait au magasin. Ce que vous avez fait, c'est un choix délibéré de m'humilier pour amuser la galerie. Il y a une différence. Le restaurant était devenu nettement plus silencieux. Les gens écoutaient vraiment maintenant. S'il te plaît, donne-nous juste une autre chance. Je promets que je ne ferai plus jamais rien de tel. Tout comme tu as promis de m'aimer et de m'honorer quand nous nous sommes mariés? Comment ça s'est passé? Elle a regardé autour d'elle désespérément, réalisant que le soutien public sur lequel elle comptait ne se matérialisait pas. Les gens ne voyaient pas une femme lésée implorant le pardon. Ils voyaient quelqu'un qui avait publiquement détruit son mariage et essayait maintenant de manipuler pour y revenir. Mais je buvais. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils boivent. Donc, tu dis que l'alcool te fait me manquer de respect? C'est censé me rassurer? Elle a commencé à pleurer plus fort, mais cela semblait calculé et désespéré. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je ne peux pas survivre sans toi. Tu aurais dû y penser avant de décider que notre mariage était une matière à comédie pour tes amis. Je me suis levé et j'ai laissé de l'argent sur la table pour mon repas. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches vraiment, mais ce ne sera pas avec moi. En me dirigeant vers la porte, je pouvais l'entendre pleurer derrière moi. Mais j'ai aussi entendu autre chose, des conversations chuchotées à d'autres tables. A-t-elle vraiment annoncé leur divorce à une fête? C'est terrible. Pauvre type. Qui fait ça à son mari? Le temps que j'atteigne le parking, elle m'avait suivi dehors, loin du public. Son attitude a complètement changé. Salaud! Tu m'as fait passer pour une idiote là-dedans. Tu t'es fait passer pour une idiote toi-même. J'ai juste répondu honnêtement à tes questions. Personne ne voudra plus rien avoir à faire avec moi après ça. Ce n'est pas mon problème. C'est toi qui as créé cette situation. Je te déteste, a-t-elle crié, assez fort pour que les gens qui se rendaient à leur voiture l'entendent. Et voilà la vraie toi, ai-je dit calmement. Celle qui déteste son mari quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Je suis reconnaissant de ne plus avoir à vivre avec ça. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, la laissant plantée sur le parking. En essayant de forcer une réconciliation publique, elle m'avait au contraire donné la plateforme parfaite pour rétablir la vérité sur ce qui s'était réellement passé. Le mardi suivant, les papiers du divorce lui ont été signifiés à son travail de vendeuse au centre commercial de la Pardieu. Je n'étais pas là pour le voir, mais dans une ville comme Lyon, les nouvelles voyagent vite. Cet après-midi-là, j'avais entendu de 3 personnes différentes comment elle avait reçu les papiers pendant son travail, comment elle s'était effondrée en larmes en plein magasin, comment la direction avait dû la renvoyer chez elle plus tôt. J'ai ressenti une brève pointe de quelque chose, pas tout à fait de la culpabilité, mais peut-être la reconnaissance que c'était dur pour elle. Mais ensuite je me suis souvenu de cet appel téléphonique, de sa voix théâtrale, des rires de ses amis en arrière-plan. La pointe a disparu. À la fin de la semaine, les gens de notre cercle social connaissaient toute l'histoire, et ce n'était pas la version qu'elle avait essayé de vendre. J'ai croisé Marion Fournier au Naturalia de l'avenue Berthelot le mercredi suivant.
J'étais dans le rayon des fruits et légumes, en train de décider entre des poivrons normaux et bio, quand elle m'a approché. Elle avait l'air hésitante, mal à l'aise, comme si elle n'était pas sûre de devoir dire quelque chose. « Salut, je voulais juste dire que je suis désolé pour ce qui s'est passé l'autre soir chez Camille. C'était vraiment inconfortable pour tout le monde. J'apprécie. » Pour ce que ça vaut, la plupart d'entre nous ont pensé qu'elle était allée beaucoup trop loin. Personne ne savait qu'elle allait te mettre sur haut-parleur comme ça. Mais personne ne l'a arrêtée non plus. Elle a eu l'air sincèrement embarrassée. Tu as raison. Nous aurions dû. C'est juste arrivé si vite. Et puis, quand tu as raccroché, elle s'est mise à pleurer en disant qu'elle ne le pensait pas. Intéressant. Elle semblait plutôt sûre d'elle quand elle faisait son spectacle pour vous toutes. C'est justement ça. Ça ressemblait à une performance, comme si elle essayait de surpasser en drame les problèmes de couple de tout le monde. J'ai hoché la tête et j'ai continué mes courses, en mettant les poivrons bio dans mon chariot. La conversation m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Même ses propres amis avaient reconnu la situation pour ce qu'elle était. Elles avaient été là, elles l'avaient entendu, et aucune quantité de larmes ou de rétropédalage ne pouvait changer ce qui s'était réellement passé. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à entendre d'autres histoires sur la façon dont Chloé avait essayé de réunir à nouveau le groupe de la soirée entre filles, vu les gens étaient soudainement occupés. Sur la façon dont elle s'était présentée à la fête d'anniversaire d'une amie et la pièce était devenue gênée et silencieuse. Sur la façon dont elle avait posté quelque chose de vague sur les réseaux sociaux à propos des « faux amis » et de « découvrir qui est vrai » et avait reçu très peu d'engagement. L'isolement social la frappait durement, et je comprenais pourquoi. Elle avait construit toute son identité sur le fait d'être celle qui divertit, celle qui a les histoires dramatiques, celle à qui tout le monde prête attention. Maintenant, cette attention s'était transformée en toute autre chose. Patricia m'a finalement appelé environ une semaine et demie après l'incident du haut-parleur. À ce moment-là, Chloé vivait avec elle depuis assez longtemps pour que la frustration s'accumule et que la réalité s'installe. J'ai failli ne pas répondre quand j'ai vu le numéro inconnu, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Romain, s'il te plaît, ne raccroche pas. J'appelle du téléphone de mon amie Linda. » La voix de Patricia semblait épuisée, tendue d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, dit-elle. Elle loge chez moi, pleurant constamment, disant que tu as monté tout le monde contre elle. Je n'ai rien dit qui ne soit pas vrai. Elle a mis fin à notre mariage publiquement. Je l'ai accepté. Maintenant, elle veut faire comme si cela n'était jamais arrivé. Mais vous pouvez sûrement arranger ça. Les jeunes disent tout le temps des choses qu'ils ne pensent pas. Elle a 31 ans. C'est assez vieux pour être responsable de ses paroles et de ses choix. Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix. Un choix très public, très délibéré, d'humilier pour le divertissement de ses amis. Il y a eu une longue pause. Que veux-tu d'elle? Rien. Je veux qu'elle vive avec les conséquences de sa décision et qu'elle arrête d'essayer de manipuler tout le monde pour qu'il croie qu'elle est la victime ici. L'appel s'est terminé peu de temps après, mais je pouvais dire que même Patricia commençait à voir clair dans le jeu de la victime. La mère qui avait toujours cautionné le comportement de Chloé était enfin à bout de patience. Les semaines suivantes ont suivi un schéma prévisible. Chloé essayait différentes tactiques. Elle se présentait à des endroits où elle pensait que je serais. Elle envoyait des messages par des amis communs. Elle a même essayé d'utiliser le travail comme excuse pour me contacter, quelque chose à propos d'informations nécessaires pour des papiers d'assurance, que j'ai renvoyé à mon avocat. Pendant ce temps, mon avocat me tenait au courant des progrès juridiques. Chloé avait engagé son propre avocat, un type qui a probablement pris l'affaire en pensant qu'elle serait compliquée, pour découvrir qu'il n'y avait pas grand-chose à contester. La maison était à mon nom, les voitures étaient à mon nom, nous n'avions pas de dette commune, pas d'enfants, pas d'actifs compliqués à diviser. Son avocat a d'abord tenté de plaider pour une pension alimentaire, mais Maître Lambert a rapidement mis fin à cela. Un mariage de 7 ans où elle avait travaillé à temps partiel par choix, était capable d'un emploi à temps plein, et avait été celle qui avait publiquement mis fin au mariage? Aucun juge n'allait lui accorder une pension alimentaire. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, pas de manière obsessionnelle, juste régulièrement, 3 ou 4 fois par semaine. L'appart fitness de Villeurbanne est devenu une partie de ma routine.
J'avais arrêté d'y aller il y a des années parce que Chloé se plaignait toujours du temps que cela prenait, disait que j'étais égoïste de passer des soirées à la salle de sport au lieu d'être à la maison avec elle. Maintenant, je réalisais que j'avais lentement abandonné des morceaux de moi-même pour maintenir la paix dans un mariage qui n'avait jamais été paisible. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à perdre du poids. 5 kilos le premier mois, puis 7 à la 8e semaine, j'avais perdu 8 kilos et je me sentais mieux que je ne l'avais été depuis des années. J'avais de nouveau de l'énergie. Je ne me traînais plus au fil des jours. J'ai aussi renoué avec des amis. Des gars de l'université avec qui j'avais perdu le contact parce que Chloé trouvait toujours des raisons pour que je ne puisse pas assister à leur rassemblement. Elle disait qu'elle avait prévu autre chose, ou qu'elle ne se sentait pas bien et avait besoin de moi à la maison, ou rendait simplement les choses si désagréables avant que je parte que cela n'en valait pas la peine. Un vendredi soir, j'ai retrouvé 3 copains d'université au Ninkasi-Gerland. Juste des ailes de poulet, de la bière et des conversations. Rien d'extraordinaire. Ils ont été prudents au début, ne voulant pas être indiscrets, mais finalement je leur ai raconté ce qui s'était passé. L'appel sur haut-parleur, l'annonce publique, tout ça. Mec, c'est glacial, a dit l'un d'eux. Mais honnêtement, tu as meilleure mine maintenant que depuis des années. Comme si tu avais retrouvé ta vie. Et il avait raison. C'était le cas. 3 mois plus tard, le divorce était finalisé. J'étais assis dans le bureau de Maître Lambert, signant les derniers papiers, ne ressentant rien d'autre que du soulagement. Séparation nette, dit-il en faisant glisser les documents sur son bureau. Elle récupère ses effets personnels et ce qu'il y avait sur ses comptes individuels. Vous gardez la maison, les 2 véhicules et tous les autres actifs. Pas de pension alimentaire, pas de dette commune. Et elle a accepté tout cela. Finalement. Son avocat lui a conseillé que contester serait coûteux et futile, surtout compte tenu des circonstances de la fin du mariage. Je suis sorti de ce bureau en homme libre dans tous les sens du terme. Le poids que je portais depuis des années avait complètement disparu. Je me tenais sur le trottoir de la rue Édouard Herriot, le centre-ville de Lyon animé autour de moi, et j'ai pris une profonde inspiration. L'air semblait plus pur d'une certaine manière. Tout semblait plus léger. Ma vie s'était complètement transformée en ces 3 mois. J'avais perdu plus de 8 kilos à la salle de sport, commencé à mieux manger et je dormais toute la nuit pour la première fois depuis des années. La tension constante qui était devenue normale dans mon mariage, cette anxiété de base à laquelle je m'étais si habitué que je ne la reconnaissais même plus, avait complètement disparu. La maison semblait différente aussi. Paisible. Je pouvais regarder ce que je voulais à la télévision sans commentaire sur la stupidité de mes émissions. Je pouvais dîner quand j'avais faim, pas quand elle décidait que c'était l'heure du dîner. Je pouvais passer un samedi matin à lire un livre sans être accusé de l'ignorer. Je pouvais travailler tard sans être interrogé sur avec qui je parlais vraiment. De petites choses que je n'avais pas réalisé avoir perdu son revenu en force. J'ai recommencé à cuisiner, en y prenant vraiment plaisir au lieu que ce soit une source de critique. Je préparais des repas élaborés juste pour moi, j'expérimentais des recettes, je prenais mon temps. Personne pour se plaindre qu'il y avait trop d'ail ou pas assez de sel ou « Pourquoi as-tu fait ça au lieu de ça ?» Au-delà des amis de l'université que je revoyais, j'avais encore élargi mon cercle social. Voisins, collègues, des gens de diverses phases de ma vie qui s'étaient progressivement éloignés. J'avais pensé que c'était une attrition naturelle, la façon dont les amitiés adultes s'estompent parfois. Mais une fois seul, j'ai réalisé combien de ces relations avaient été activement sabotées. Un voisin, Grégoire, qui habitait à 4 maisons de là, m'a arrêté un jour alors que je relevais mon courrier. « Salut mec, j'espère que ce n'est pas déplacé, mais on a remarqué que tu sembles beaucoup plus heureux ces derniers temps. J'ai entendu dire que tu avais divorcé. Ça doit paraître terrible à dire, mais tant mieux pour toi. Cette situation n'a jamais semblé saine de l'extérieur. C'était déconcertant de réaliser que d'autres personnes l'avaient vu aussi. Le dysfonctionnement que j'avais normalisé, d'autres l'avaient reconnu comme anormal. Le stress financier avait disparu du jour au lendemain. Sans ses habitudes de shopping, ses coûteuses soirées entre filles, son besoin de tout en version haut de gamme, j'économisais plus d'argent que jamais. Je regardais mon compte en banque et j'étais choqué de voir combien il restait à la fin du mois. L'argent qui s'évaporait autrefois dans son style de vie était maintenant là, s'accumulant. J'ai commencé à regarder des destinations de vacances,
quelque chose que je n'avais pas pu me permettre lorsque je subvenais essentiellement aux besoins de deux personnes avec un seul revenu, dont l'une ne voyait pas la nécessité de travailler à temps plein parce que, ton revenu est suffisant pour nous deux. J'ai réservé un voyage à La Rochelle pour le mois suivant. Juste moi, un bel hôtel, de bons restaurants, quelques activités touristiques, un peu de détente. Quand avais-je pris de vraies vacances pour la dernière fois? Je ne m'en souvenais même pas. Les mois ont passé. J'entendais des nouvelles occasionnelles de Chloé par le biais des rumeurs de Lyon. Elle avait trouvé un deuxième emploi à temps partiel, travaillant environ 35 heures par semaine au total. Elle avait emménagé dans un studio à Vaux-en-Velin, l'un des quartiers les plus difficiles de la ville où tout ce qu'elle pouvait se permettre avec son salaire. Son cercle social l'avait largement abandonné, fatigué du drame et du récit de victimes. Patricia lui avait apparemment donné un ultimatum pour trouver un travail à temps plein et déménager, bien que je ne sache pas si elle l'avait suivi. Je ne m'en souciais plus particulièrement. Ce chapitre de ma vie était clos. 6 mois après cet appel téléphonique du mercredi soir, je prenais un café dans un café de la Croix-Rousse. C'était un samedi après-midi et je lisais quelques emails professionnels sur mon ordinateur portable, profitant de la routine paisible que je m'étais construite. C'est là que je l'ai vue passer devant la fenêtre. Elle avait l'air fatiguée et stressée, probablement à cause de la réalité de subvenir à ses besoins avec 2 emplois à temps partiel. Elle m'a vu à travers la vitre et j'ai hoché la tête poliment. Elle a rapidement détourné le regard et a continué son chemin. Je me suis assis là, pensant que cette nuit avait en fait été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Elle m'avait libéré d'une relation dont je n'avais même pas réalisé qu'elle était devenue toxique. Sa tentative de m'humilier pour le spectacle avait échoué de la manière la plus spectaculaire possible. Au lieu d'obtenir les rires de ses amis, elle avait perdu son mariage, sa sécurité financière, son cercle social et le respect de sa famille. Mais plus important encore, elle m'avait rendu ma vie. J'avais appris quelque chose de précieux sur le respect, les limites et l'estime de soi. Quand quelqu'un vous montre qu'il ne vous estime pas, croyez-le du premier coup. N'attendez pas qu'il le prouve encore et encore. En rentrant chez moi ce soir-là, je me sentais reconnaissant. Reconnaissant pour son honnêteté cette nuit-là, même si elle n'avait pas eu l'intention d'être honnête. Reconnaissant pour le courage de croire ses paroles. Et reconnaissant pour la chance de construire une vie meilleure sans quelqu'un qui considérait ma dignité comme négociable. Elle avait voulu du drame et du divertissement. Au lieu de cela, elle m'avait donné la liberté et la paix. Parfois, la meilleure réponse à la trahison n'est pas